Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous présidez le Conseil régional de Normandie. Vous êtes également président du Nouveau Centre, qui est l'une des composantes de l'UDI. Je rappelle que de 2007 à 2010, vous avez été ministre de la Défense. Et récemment, vous avez déclaré « C'est au moins aussi bien d'être président de la Grande Normandie que ministre régalien ». C'est bien vrai, Hervé Morin ? Oui, je suis très heureux dans cette fonction. Je trouve qu'il y a une capacité à formuler des propositions et des solutions nouvelles. Voilà, ça peut être un laboratoire formidable de la construction d'un projet politique et qui, si tant est, au bout de ces années-là, dans un écosystème national, un environnement national qui vous est contraint en tant que président de région, vous arrivez à démontrer qu'un territoire peut devenir plus attractif, plus dynamique, plus énergique, parce que vous y avez mené des politiques innovantes, parce que vous avez essayé de bousculer un peu les choses. Je prends un seul exemple. Ça fait 20 ans que la Normandie est engluée dans un système ferroviaire moyenâgeux, dramatique. Vous n'imaginez pas ce que vivent les Normands tous les jours avec la SNCF. Quand l'espace de 4 mois avec le gouvernement, en proposant une solution innovante qui est de dire l'État ne sait pas gérer les trains intercités, en vérité, il ne sait pas quoi en faire. Nous, on va les prendre. Et en contrepartie, vous nous faites un chèque solde de tout compte pour avoir du matériel ferroviaire neuf, engager un programme d'équipement sur le réseau et faire en sorte qu'en 3 ans, on ait des trains qui soient dignes de ce qu'on doit avoir en 2020, parce que dans 3 ans, ça fait 2020. Voilà, on n'est pas resté à trépigner, à dire voilà, c'est la faute du gouvernement, ça va pas, machin, etc. On essaie de trouver une solution. Deuxième exemple, Grenelle de l'apprentissage. L'apprentissage a baissé en Normandie, comme dans toute la France, de 15%. On a fait un Grenelle pour co-construire. On a un monde fou qui vient en réunion pour participer à la construction politique. Ça prouve quoi ? Ça prouve que le dialogue entre des citoyens tellement déçus par la politique sont capables de revenir pour aborder un sujet et essayer de le bâtir ensemble. Et un sujet qui touche tout le monde. Et donc, très bien. Voilà, je suis très heureux. J'étais très honoré d'être ministre de la Défense. C'était une fonction absolument extraordinaire. J'ai en plus le sentiment d'avoir fait du bon boulot. Mais je suis très heureux en tant que président de région. Je ne vis pas ça comme... en quelque sorte, une fonction que j'ai prise à défaut d'une autre ou je ne sais quoi. Pas du tout. En plus de ça, je suis normand. Vous êtes là où vous devez être. La Normandie m'a tout donné. Voilà. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. J'ai eu la chance de faire de grande école, de faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie. C'est assez rare. Et donc, j'ai envie de donner ça à la Normandie. Donc maintenant, la Normandie. Alors, nous allons parler de la Normandie. Nous allons aussi parler d'enjeux nationaux et internationaux. Pour vous interroger aujourd'hui, Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix. Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Votre parti, l'UDI, a décidé, faute d'accord avec les Républicains, de ne pas participer à la primaire de la droite et du centre droit. Est-ce que, pour vous, un accord est encore possible avant les échéances calendaires du calendrier pour la primaire, qui est septembre ? Hervé Morin. Tout d'abord, refixons le cadre. Ce que nous souhaitions avec Laurent Hénart, puisque c'est une démarche que l'UDI, qui a été engagée par le président du Parti radical, Laurent Hénart, maire de Nancy, et moi-même. Donc on a dit qu'il faut 3 éléments pour qu'on soit à l'histoire. 1, une plateforme commune. Quelles sont les grandes priorités dont tout le monde s'accorde qu'elles doivent être engagées au lendemain de l'élection présidentielle. 2, une plateforme sur les valeurs. Et 3, un accord législatif, politique, en clair, comment on construit la majorité au Parlement demain. Alors c'est là-dessus que ça coince ? Non, ça n'a même pas coincé. C'est-à-dire que, globalement, voilà, on est arrivé sur ce sujet-là très tardivement par rapport au congrès de l'UDI. Moi, je rencontre les principaux leaders des Républicains. Je vois bien que tout le monde est ouvert à la discussion. Vous rencontrez Nicolas Sarkozy, par exemple ? Oui. Bien sûr que je vois Nicolas Sarkozy, je vois Alain Juppé, je vois Bruno Le Maire, je vois pas vu François Fillon ces derniers temps, mais je l'ai au téléphone. Donc on se parle. On se parle, pas de raison. Et puis participer à la primaire, vous y participez de différentes façons. Et qui peut croire un seul instant que les parlementaires de l'UDI ne vont pas s'engager derrière tel ou tel candidat. Donc ils le feront. Ouais. Donc moi ce que je veux, c'est d'abord on a du temps. Hein, l'élection c'est tardivement, c'est même pas qui est candidat aux primaires. On le sait quand même, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup trop. Oui, il y en a beaucoup trop. Mais il y en a beaucoup trop, mais il n'y en aura plus autant sur la ligne de départ. Donc c'est trop tard pour que l'UDI présente un candidat ou des candidats à la primaire. Moi, j'ai toujours été défavorable parce que l'UDI est un candidat à la primaire.
parce que ça risque d'être une décote considérable par rapport à notre famille de pensée. Si on considère que notre famille de pensée représente 8 à 10% de l'électorat, comme c'est une élection très particulière, la primaire, c'est quand même le premier tour de la présidentielle. Absolument. Et donc, c'est d'abord une histoire très... pour être un candidat à une présidentielle, j'ai malheureusement vécu ça, donc je peux en parler d'autant plus, il faut rentrer dans l'inconscient collectif du pays. Et vous ne rentrez pas dans l'inconscient collectif du pays en quelques mois, surtout quand vous n'avez exercé aucune responsabilité. Jean-Luc Borloo ne voulait pas l'être, moi je ne le suis pas. Donc qui pouvait être candidat? Jean-Christophe Lagarde, qui n'a jamais exercé une moindre fonction présidentielle, une fonction gouvernementale, qui est très peu connue par le grand public. Et donc le risque, c'était qu'on fasse un score faible. Et faire un score faible, c'était en quelque sorte dévaloriser la famille centriste. Deuxième élément, est-ce qu'on n'a pas intérêt d'abord et avant tout de soutenir quelqu'un dont on s'estime assez proche et qui porte un certain nombre de sujets sur lesquels on est raccord, quoi. Alors ça veut dire que sur les priorités, sur les valeurs, qui c'était les deux volets notamment de cet accord, c'est pas encore OK avec les Républicains? Écoutez, moi, c'est le président de l'UDI qui doit discuter de ça. Moi, je discute, je livre mes réflexions, j'évoque les questions. Jusqu'en juin-juillet, on a largement le temps de le faire. Il n'y a quand même le temps pas d'urgence. Oui, mais vous savez, les Républicains n'engagent les discussions sur leur législatif qu'à partir du mois de juin. Il y a largement le temps de le faire. Puis je vais vous dire, il y a un autre sujet, parce que, pardon, mais je rebondis un peu sur... autant que les propositions, pour moi, il y a un sujet absolument majeur, c'est la méthode. Parce que vous prenez les programmes des principaux candidats, certes, vous y trouvez des différences, mais bon, il y a quand même une tonalité d'ensemble qui est à peu près la même, régime de retraite universel, nécessité de rebâtir la construction européenne, etc. etc. Bon. Donc sur la Libérer l'économie. Le vrai sujet, c'est la méthode. C'est-à-dire... Pour moi, c'est central. C'est presque plus important que ce que vous proposez en contenu. C'est comment je vais bâtir la réforme du pays au lendemain. C'est un pays qui est en construction de rupture. Ouais, je serai très attentif sur cette question-là. Est-ce que c'est un président de la République qui est prêt à s'engager personnellement et à engager sa responsabilité personnelle sur des référendums s'il le faut? Est-ce que c'est un président de la République qui accepte l'idée qu'on va siéger 6 mois, jour et nuit, comme en 86 ou comme en 81, 81 Mitterrand, 86 Jacques Chirac, pour porter les réformes? Moi, j'ai encore en mémoire qu'en 86, je n'étais pas député, mais la vie politique m'a toujours intéressé. Je me souviens qu'ils ont siégé jusqu'en août. La fin de la loi de 48, etc. Je pense que la loi a dû être promulguée le 13 août. Donc c'est ça que vous souhaitez, une session? Moi, je veux que pendant 6 mois, Mitterrand, ils ont siégé quasiment jusqu'en janvier, jour et nuit. Janvier de l'année suivante. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un président de la République qui dise, voilà, il y a des sujets majeurs, on va les engager tout de suite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, souvenez-vous, François Hollande, pardon, il arrive au pouvoir, il ne se passe rien pendant 6 mois, sauf détruire des propositions qu'on avait faites, qu'on avait mises en place, la TVA sociale, trop d'activement d'ailleurs, etc. On a fait, je crois, un truc sur, sur les femmes, sur la protection des femmes, etc. Bon, c'est un sujet majeur. Mais enfin, trop tardé, vous pensez qu'il ne faut pas tarder? Et donc moi, ce que j'attends, c'est aussi que celui qui est candidat a quasiment rédigé les textes. Il faut que les textes soient prêts pour que, en clair, au lendemain, il n'y a plus qu'à les passer en Conseil des ministres, au Conseil d'État. Au Conseil d'État. C'est ce que disent beaucoup des candidats à la primaire. Ben, tant mieux. Oui. Mais c'est très important. Donc, souvenez-vous, la grande réforme qui a été faite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est l'autonomie des universités. Pourquoi on a su la faire? Parce qu'on l'a faite aussitôt. Après, sur l'école, on n'a plus rien fait pendant 4 ans. Ça a été honnêtement plutôt calamiteux même, avec des contresens majeurs, comme sur la formation. Et donc, il faut que ça soit fait très rapidement. Il faut profiter de l'élan et il faut qu'en cas de blocage, le président de la République fasse à la De Gaulle l'appel au peuple. Régime de retraite universel, des corporatismes s'y opposent, eh bien c'est le peuple qui va trancher. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour revenir à l'élection, y aura-t-il une candidature centriste? Alors si ce n'est pas l'UDI, ça peut être aussi le MoDem. Poser la question à François Bayrou. Il n'y a pas un risque pour vous s'il y a une candidature centriste? Je vais vous dire. Moi, je crois, je l'ai déjà dit, mais je le répète,
Je pense que notre schéma de pensée est un schéma de pensée révolu. Celui qui sera face à Marine Le Pen au soir du premier tour d'élection présidentielle... Ça, c'est acquis pour vous? Oui, D'accord. sauf élément, on ne sait jamais, mais enfin bon, la vie politique réserve toujours des surprises. Mais enfin bon, le contraire m'étonnerait. Bon, il sera face à un moment, il aura vraiment un moment historique à jouer. Est-ce qu'il construit la vie politique des prochaines décennies? En clair, la Ve République, par sa bipolarisation, a empêché l'évolution, a freiné l'évolution de la vie politique française. Mais j'ai dit freiner. Pourquoi? Parce que finalement, ça n'a pas empêché l'émergence du Front National. Or, la bipolarisation continuait à maintenir une fiction, parce qu'on est du domaine de la fiction, entre une partie de la gauche et une partie de la droite. Or, il y a la construction, au lendemain du premier tour, d'une force politique centrale. Je n'ai pas dit centriste, hein. Centrale. Hein. Une force des modernes, des progressistes, de ceux qui représentent 2 Français sur 3, qui écartent le Front National et les Mélenchon, pour faire court. Et ceux-là, ils sont appelés à gouverner ensemble et à construire une force politique ensemble. De Macron à Juppé, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. De Macron à Juppé, de Valls à Sarkozy. Bon, enfin, quelles sont les bornes? Laurent Boissieu. Un ministre secrétaire d'État de relations avec le Parlement vient de sortir un livre. Il est d'accord avec ça, sauf qu'à droite... Qui c'est ce ministre? Monsieur Le Guen, qui a sorti un livre à la façon Jean Jaurès. Il explique cela également, sauf que lui, à droite, il ne prend à droite que ceux qui acceptent le Front républicain contre le Front national. C'est-à-dire qu'il n'accepte que Jean-Pierre Raffarin, que Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, oui, mais... Vous voyez un peu déjà comment ça a évolué. Qu'un membre d'un gouvernement de gauche puisse écrire ça, déjà, c'est énorme. Après, il accepte, c'est les modalités, c'est de la tambouille. C'est parfois sur cette tambouille-là que les choses ne se font pas. Non, attendez. Si vous voulez transformer le pays, tout du moins lui redonner de l'optimisme, pour faire court, de la confiance, il faut que tous ceux... C'est pas avec une majorité de 20% de premier tour que vous y arriverez. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Bon. Et il faut donc qu'il y ait cette force politique qui entraîne le pays. La loi, vous vous rendez compte de l'évolution politique de ces dernières années? La droite, aujourd'hui, vote des textes du Parti socialiste. Vous avez déjà vu ça, vous? Vous avez une partie de la gauche qui, désormais, considère que le Parti socialiste est un parti inacceptable. Manuel Valls utilise les mots capitaux des deux gauches irréconciliables. Ça veut dire qu'il dit le schéma de construction de l'accès au pouvoir du PS, qui est de s'associer à l'extrême gauche, quand j'appelle ça l'extrême gauche, la gauche de la gauche, ce schéma-là n'existe plus. Et vous croyez qu'on pourrait rester comme ça? C'est pas possible. Donc c'est un moment historique. Hein. Et donc il faut que celui qui soit au second tour soit à la hauteur de ce moment historique. Sauf que l'alternative à l'alternative politique à cette majorité centrale, ça devient le Front National. Mais le Front National, il n'est que l'émergence... l'UMPS ou l'RPS que le Front National met en avant à chaque scrutin. Mais le Front National, il n'est que l'expression, de notre incapacité, de la défiance. Alors certes, il y a une partie de jacobins, de poujadistes, de poujadistes, d'extrême droite, il y a toujours eu 5% d'extrême droite en France, vraiment, bref. Mais peu importe, ils sont là, mais même s'ils font 15, sur longue date, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas le sujet, pardon. Le sujet, c'est qu'on puisse être emporté. Qu'est-ce que veulent les Français? Ils veulent de la liberté, notamment économique, ils veulent de l'autorité et ils veulent de la régulation. Ils veulent un État respecté, de la liberté et de la régulation. Voilà. Ça va être les textes fondateurs de cette, Benjamin Rosier. De cette grande force politique centrale. Oui, c'est le logiciel. Mais la loi El Khomri, première mouture, j'entends pas parce qu'il en reste, il ne reste rien. La loi El Khomri, premier tour, du début, honnêtement, elle n'était pas parfaite, comme toute loi d'ailleurs. Mais il y avait des choses qui étaient quand même des vraies évolutions, des vrais changements. Et c'était porté par qui? Par Manuel Valls. Je ne dis pas François Hollande, parce que François Hollande a discrédité profondément, dégradé profondément la fonction présidentielle. Il a perdu tout crédit. Il apparaît comme un personnage cynique dont les valeurs n'existent pas, quoi. Mais si on prend la majorité telle qu'elle est sur une partie d'elle-même,
elle porte des messages qu'elle n'aurait même pas osé porter il y a quelques années. Quand vous avez une partie du PS qui dit le droit du travail est trop complexe et est un frein à l'embauche, c'est quand même des choses que Donc là, il faut y jamais aller, on c'est aurait ça que vous dit. dites. Il faut y aller, Il faut y avec aller, eux. mais il faut y aller Ouais. tous ceux qui sont sur ces schémas-là. Une dernière question d'Alain Baron. Radio Oui, Notre-Dame. Monsieur Macron, le phénomène Macron, vous y croyez? Enfin, quelle est votre analyse? Le nouveau Giscard, Hervé Morin. Oui, enfin, alors, tiens, je dirais Emmanuel Macron, c'est comme ça que je vais répondre. Je dirais, si c'est un nouveau Giscard, il faut qu'il intègre ce que Valéry Giscard d'Estaing a su intégrer, c'est la dimension du temps. Je vous rappelle qu'en 69, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et qu'il attend 74. Alors bon, il attend pas 74, mais enfin bon, c'est... Mais les urgences se sont accélérées par rapport à cette époque-là. Mais il fait l'impasse à plusieurs reprises sur cette élection. Quoi. Il attend son heure. Et on ne... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Rentrer dans une élection présidentielle, c'est rentrer dans un inconscient collectif qui est une longue sédimentation. Bon, voilà. Donc Donc voilà. c'est pas tout de suite. Écoutez, c'est de l'oxygène. Oui. En vérité, il y a un défaut dans sa démarche. C'est qu'il dit ni droite ni gauche, etc. Bon, très bien, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure, quoi. En quelque sorte, il a construit quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il dit « je soutiens François Hollande ». Moi, j'aurais trouvé que la démarche aurait eu du sens si en même temps, je disais bah, ni droite ni gauche, je quitte le gouvernement et je rentre ma démarche. Bon. Donc là, ça perd beaucoup de sa force. Très bien. Hervé Morin, vous êtes notre invité. Vous avez été ministre de la Défense. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil régional de Normandie. Nous allons marquer une première pause. Vous restez avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité est Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, après le phénomène Macron, il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas que parisien, c'est Nuit debout. Vous avez eu le temps d'y aller ou vous êtes comment vous voyez Est-ce que ça existe en Normandie aussi, Nuit debout? J'ai vu que c'était pas si facile d'y aller. Oui. Donc vous n'avez pas pris le risque d'y aller? Non, c'est pas ça le sujet. J'ai regardé ça. Voilà, c'est l'expression. On était durant la pause en train d'évoquer le pays un pays de rupture. D'où le fait que la candidature long fleuve tranquille. Regardons ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties ou les pays. Trump, l'Autriche. On va en parler, oui. Les populismes un peu partout. Oui, mais les gens Comment vous analysez ça sont en demande de rupture. Long fleuve tranquille, c'est qui? C'est Alain Juppé? C'est François Hollande? Les deux? C'est le vieux monde. Voilà, je dis que ce n'est peut-être pas forcément aussi évident que ça, quoi. Voilà, bon. Il faut regarder devant et pas derrière, ça vous dites? Je dis qu'on est je suis pas convaincu qu'aujourd'hui les Français sont en attente. Alors bien entendu, ils sont toujours en attente d'unité. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui soit un chef de l'État. Après François Hollande, c'est une demande forte. Mais en même temps, ils veulent des vraies ruptures, débloquer, déverrouiller. C'est quoi le projet de société? Parce qu'on parle de rupture d'une société donc je termine. Donc, Nuit debout, c'est une de l'expression de ces besoins de rupture. Voilà. Ni plus ni moins. Oui. D'accord. Oui. Je crois beaucoup plus. Oui. On évoquait ça avant l'émission. Je crois beaucoup plus à ce que représente par exemple le formidable succès d'un film comme Demain. Quand vous avez un film qui est un documentaire en disant comment grosso modo on peut éviter la catastrophe liée au réchauffement climatique, qui est un document qui se veut à la fois positif en disant si chacun fait un bout d'effort on peut y arriver. Qui a plus d'1 million de spectateurs, alors qu'il a été projeté dans combien de salles, j'en sais rien, mais très peu.
Donc là, il se passe quelque chose. Ça prouve que là, il y a des Il y a une transformations. volonté de construction positive. D'ailleurs, d'où la montée de la progression considérable de la consommation bio, etc., des modes alternatifs, etc. Bon. Donc ça, c'est à surveiller. Alors, Benjamin Rosier. on en est aux prémices, hein, vous le disiez, mais quel pourrait être ce projet de société qui donne du sens à ces besoins justement de rupture dont vous parliez, de cette grande force politique centrale si elle devait se constituer entre les deux tours? Par exemple, Hervé pour Morin. prendre un sujet très Vous parliez de centriste, liberté, autorité tout à l'heure. on va prendre l'Europe. Ouais. Celui qui ne dit pas, celui qui est simplement sur l'aménagement de la construction européenne se trompe. Il faut une rupture complète du projet européen. Réintégrer de la régulation? Non, il faut d'abord faire en sorte que l'Europe, vous vous rendez compte, je prends un seul exemple. Comment nous, les Européens, face à la question des flux migratoires, on peut accepter, on peut signer avec les Turcs. Ça, il ne fallait pas le faire. Enfin, attendez, Ouais. avec les Turcs. Donc, quand même pas l'exemple d'une démocratie parfaite, dont on sait comment les minorités sont parfois traitées. Et dont on a accepté un processus d'adhésion à l'Union européenne. Et en plus, on a dit, on va remettre... Et peut-être des visas. Ouvrir le chapitre. Et peut-être Bon, des enfin, visas. bon, tout le monde sait que ça, Ouais. c'est bon. Mais, Ça va pas se faire. mais on est capable d'aller, j'allais dire, sur cette espèce d'humiliation. Parce qu'on ne savait plus quoi faire. Oui, parce que l'Europe n'a plus de conscience. Alors, parce qu'est-ce que qu'on l'Europe fait n'a plus de projet. Parce que l'Europe est en déconfiture complète. Mais concrètement, Bon. qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Certains disent qu'il faut faire une Europe plus resserrée, avec Plus finalement resserrée. moins que 28, mais plus intégrée, plus fédérale. Bien plus intégré sur un noyau. Enfin, on connaît la solution par cœur. Une vraie politique Moi, étrangère, de défense, ouais. vous rappeliez que j'ai été mise à la défense. C'était impossible de construire l'Europe de la défense. Impossible. Pourquoi? Ça butait sur quoi? Les Anglais n'en voulaient pas. Mais ça fait longtemps que c'est Oui, possible. ils l'ont Non, jamais mais voulu. d'accord, mais ok. Qu'est-ce qu'on a attiré comme conséquence? On le sait, les Tchèques n'en voulaient pas. Il y a toute une partie des pays d'Europe centrale qui sont absolument hostiles à cette idée-là, qui sont très atlantistes. Et pourtant, la France avait fait l'effort de revenir dans le commandement intégré pour dire, vous voyez, il n'y a pas d'incompatibilité entre le commandement intégré et l'Union européenne. Bon. Mais donc qu'est-ce que vous faites à partir de ça? Vous construisez un projet européen dans lequel vous mettez des conditions telles pour faire avancer l'Europe de la défense qu'elle n'avance jamais. On a construit des outils avec le GT 1500 qui sont des battle groups, quoi, des forces de réaction rapide pour faire court. Tout est écrit sur les textes, sauf que c'est jamais mis en œuvre parce qu'il n'y a pas de volonté. Sur comment peut-on penser un seul instant que la situation sur la monnaie va tenir? Ça ne tiendra pas. Tout le monde le sait On bien. va vers la fin de l'euro, vous pensez, Hervé Morin? Au moins les Grecs, on voit bien que sur les Grecs, il y a un sujet, que rien n'est réglé. Et que face à moi je le dis depuis 10 ans, Dieu sait que je suis européen, je me vois encore faire toute une série de débats au moment où je ne sais quel débat européen national, dans des grandes écoles, les écoles de commerce, etc., où les jeunes étaient très, très engagés dans cette... Je leur disais, il faut changer de modèle, parce que quand vous avez des économies aussi avec des différentiels de compétitivité pareils, vous ne pouvez pas avoir une monnaie C'est ce que unique. disent depuis le début les opposants. Mais à la monnaie oui, unique. mais nous aussi on le disait à notre façon, de l'autre côté. Mais en qui disant, peut porter les- cette culture Alain Barra, Voilà, de donc Notre-Dame. si vous n'avez pas un candidat à la si vous n'avez pas un candidat présidentiel qui dit voilà, si c'est simplement pour dire on va refaire un mini-traité ou 3-4 aménagements, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. Et alors, si les Britanniques sortent de l'Union européenne, ça sera une clarification, selon vous, nécessaire? Moi, je ne vis pas ça comme un cauchemar, quoi. C'est un échec de l'Europe qui n'a pas su, en fait, grosso modo, emmener les peuples européens. C'est ça. Mais ce n'est pas un cauchemar si on rentre dans un système avec un marché commun d'un côté et une Europe intégrée de l'autre. Je pense que les Britanniques qui voteraient la sortie des Anglais, qui voteraient la sortie de leur pays, Le Brexit ne mesurent peut-être pas les conséquences pour leur économie, qui est une économie très intégrée, sur le champ qui joue la mondialisation à fond, mais et donc le champ européen est le premier champ de cette mondialisation. Mais moi, je ne considère pas que c'est un cauchemar pour le projet politique européen. Ou alors un cauchemar de plus dans les différents cauchemars européens d'aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec les Anglais, on a fait avec Nicolas Sarkozy un traité qui est passé complètement inaperçu, mais qui était un traité absolument considérable sur l'intégration de nos défenses entre Anglais et Français.
moi j'ai le souvenir, parce que c'est des choses qu'on peut dire aujourd'hui, quand on est arrivé avant la conférence de presse, que se sont dit les deux chefs d'État et de gouvernement? Nicolas Sarkozy avait plutôt envie de dire voilà ce que pourrait être l'Europe de demain. Et son homologue britannique disait si tu commences à dire que c'est le début d'un projet européen, c'est fini. C'est une affaire intergouvernementale. Et c'est là où ça coince. Non, Oui. c'était un beau projet, ça n'empêchait pas machin, mais on voyait bien que pour les Britanniques, c'était certainement pas le début de la pierre d'un édifice à construire. Laurent Bossieux. Europe, États-Unis, il y a actuellement en négociation un traité de libre-échange transatlantique. François Hollande traîne des pieds pour que la France le signe. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous soutenez le président de la République dans actuellement son Il est en refus? campagne. Hervé Morin. Il est en campagne, c'est tout. Il est en campagne sur tout. Il prend chaque segment, il rouvre des plaies inutiles comme sur les commémorations. Mais il faut signer le TAFTA, Oui, il sur faut le y Mais aller. non, mais de toute façon, on est tellement loin de le signer, on ne le signera pas. Mais Bon, voilà. sur le fond, ça vous inquiète ce traité ou vous dites que c'est positif? C'est que le début d'une discussion. On ne peut pas considérer que ce traité aujourd'hui est assez conclu pour qu'on puisse dire il nous inquiète ou il ne nous inquiète pas. Une négociation internationale, c'est un long round. C'est un long round. Et d'ailleurs, le procès qui est fait, par exemple, de l'opacité des débats, et alors là, un procès totalement injuste. Tous les documents sont sur la table, c'est totalement faux. Les documents, d'ailleurs, sont consultables. Après, il y a des positions qui sont les positions de deux ensembles économiques qui commencent une discussion. Donc, bien entendu, quand on regarde d'un côté les propositions américaines, c'est inquiétant. Et j'imagine que pour les Américains, ces propositions européennes sont Mais inquiétantes. ça vaut le coup de débattre quand même, c'est ce que vous dites. Bien sûr que ça vaut Oui. le coup d'en débattre. Et après, il faut voir si en effet, l'accord final sera à la hauteur. Mais de toute façon, compte tenu des échéances européennes, il ne se passera rien. D'accord. Donc c'est un débat inutile. On est dans un entre-deux pour l'instant. Benjamin Rosier. Maintenant, vous dites que les Français ont besoin de régulation. Est-ce que là-dessus, sur ces négociations TAFTA, certes, on est loin, Est-ce qu'on a la est-ce que c'est certitude? pas risqué, là? Oui, mais après, moi, je vais pas commencer à faire le procès avant même que les choses ne soient fixées. On est au début du commencement de discussion. Est-ce que, par exemple, l'harmonisation des normes puisque ça fait partie des sujets, n'est pas un moyen pour le monde occidental de peser face aux Chinois qui progressivement vont imposer leurs règles? Sauf que ça se fait apparemment sur les normes américaines qui sont plus basses que, que ça strictes doit que les être- normes françaises. Est-ce pour qu'on bouger, a notamment dit qu'on allait accepter? Je crois que le bœuf aux hormones, mais on a pu comprendre qu'on n'allait pas accepter. Voilà, c'est bon, des trucs donc, emblématiques. tous les Le poulet voyons, lavé mais au chlore. Je suis d'accord si c'est pour en arriver là. Moi, Ouais, c'est mais on pas n'en est le pas là. président Il faut de pas la, que ce soit le moins c'est disant, pas le quoi. président de la région normande qui va vous dire le contraire. Voilà. Et fils d'éleveur. Mais il faut discuter. ne partons pas des propositions américaines pour dire que c'est le traité de demain. Ce que je sais en revanche, c'est que les deux rives de l'Atlantique soient en capacité de produire un ensemble qui fasse poids face à l'ensemble chinois, ça a aussi du sens. Tout n'est pas aussi nul et négatif, quoi. Alain Marron, On Radio le Notre-Dame. disait tout à l'heure, vous avez été ministre de la Défense. Les forces françaises sont en ce moment sur tous les fronts, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parle beaucoup de malaise dans l'armée. Vous avez gardé sans doute des contacts dans ce milieu. Quelques-uns. Oui, j'imagine. Donc vous partagez cette analyse? Hervé Morin. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est ce qu'on me dit aussi. Hyper-sollicitation du personnel, régiment désorganisé, mission Vigipirate exercée dans des conditions humaines difficiles, avec aussi en plus à la fois, c'est bien que les militaires soient là. Voilà, Il le faut. Bon, il le faut. Même si c'est pas tout à Mais fait en métier, même quoi. temps, C'est lourd, les c'est militaires lourd. se disent comment on se positionne dans tout ça, comment se construirait une réaction, etc. Enfin voilà, c'est pas leur métier, quoi. Ils sont là pour faire la guerre, ils sont pas là pour faire de la sécurité publique. Et combien de temps on pourra tenir à faire à la fois la guerre à l'extérieur, Vigipirate, Sentinelle? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le gouvernement a bien fait d'arrêter, de suspendre les réductions d'effectifs. Ça, c'est absolument indispensable. Mais je pense qu'il y a pour l'armée française un moment où il faudra... j'ose pas le dire parce qu'on est tellement loin de ça, mais s'il y a un peu de croissance enfin dans le pays, il va falloir faire en sorte que la défense ne soit pas oubliée dans cette histoire.
Une dernière question, Laurent de Boissieu, la Croix. Croissance, les chiffres du chômage, on peut s'en réjouir, les derniers sont plutôt sur la bonne pente. Est-ce que pour vous, c'est un retournement qui est possible de long terme? Hervé Morin. Il y a plein d'éléments pour les expliquer. Il y a quand même beaucoup de mesures gouvernementales pour faire baisser les chiffres. Il y a un petit peu de reprise. Il y a tout de même un petit peu de On est reprise. sur un plateau. Enfin, attendez, si on prend les catégories A, en effet, il y a une forte baisse. Si on y ajoute les B et les C, c'est-à-dire ceux qui ont bossé travailler. plus de 70 heures, qui veulent, en fait, il n'y a pas de baisse. Bon. Donc, en clair, on a des gens qui ont repris le chemin du temps partiel. Alors, on peut considérer que si c'est le début du temps partiel, c'est la veille du temps plein, ce que j'espère. Et puis, il y a des phénomènes. Moi, j'ai signé en tant que président de région, je l'ai fait qualitativement, pas du tout quantitativement, mais j'ouvre 15 000 places de stage en plus, avec le plan Hollande. Vous pouvez les payer? C'est l'État qui paie. Oui. Donc, sinon, je n'aurais pas fait. Donc, ce sont des c'est personnes impossible. en moins dans la catégorie de chômeurs. Voilà. La Coupe d'Europe de foot, Ouais. c'est 100 000 personnes qui vont avoir du boulot pendant un moment. Donc ça va forcément avoir des effets mécaniques. En revanche, il y a quand même pas mal d'incertitudes au niveau global. La Chine dont la croissance s'affaiblit, le commerce mondial qui baisse, l'Espagne qui retourne dans une période de turbulence politique, la Grèce qui n'est pas réglée, la croissance mondiale elle-même plutôt un peu plus atone. Il n'y a pas de quoi être... Puis je veux dire, on n'a pas de quoi être fier quand on est à des tels niveaux de chômage. Je veux dire, même si ça baisse, on s'est pris quand même au moins 700 000 chômeurs de plus si on prend la première catégorie, alors qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui sont au plein emploi. C'est-à-dire que nous, en France, on a même oublié que les pays d'à côté, qui pourtant sont des mêmes niveaux sociaux que les nôtres, eux étaient au plein emploi. Et vous êtes d'accord pour dire que ça va mieux? Laurent Boissieu. Simple question. C'est moins pire qu'avant, mais ça va pas mieux. J'ai demandé aux Français s'ils trouvent que ça va mieux, c'est vraiment pas. Ouais. Benjamin Rosier, RCF. De toute façon, la confiance est détruite. Ouais. François Hollande a réussi à détruire complètement la confiance. Regardez les chiffres qui ont été donnés par la presse. Alors, on n'arrive jamais à avoir les chiffres exacts par Bercy sur les pertes de recettes fiscales liées à des Français qui ont quitté le pays. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas des gens qui ont fait fortune et qui ont vendu, après avoir vendu leur boîte. Ce sont des cadres. Et nous, au niveau de salaire, considérer que le pays ne valorisait plus ceux qui réussissaient, ne permettait pas la réussite. C'est ça ce qu'a provoqué François Hollande. Une toute dernière question, Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur la défense, est-ce que l'amplification de la réserve nationale pour justement un petit peu différencier l'utilisation de l'outil militaire intérieur-extérieur, c'est une bonne chose selon vous? Il faudra aller là-dessus si d'autres La crédits réserve. sont donnés? Pas la garde nationale. Non, non, la réserve. oui, pardon, la réserve. Absolument. Hervé Morin. Oui, mais permettez-moi de vous dire que tous les ministres de la Défense qui sont passés depuis 20 ans expliquent qu'on va augmenter les effectifs des réserves. D'accord. Ouais. Voilà. C'est juste des mots. Bah, il faut que ça coûte. Ouais, ça coûte. Et on C'est a pas plus les des sous. mots, Ouais. c'est qu'après, ça coûte. D'accord. Ok, nous avons marqué une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense et interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la décision d'un référendum local, selon vous, Ça, c'est du est-ce Hollande, une hein. bonne décision? Ben, c'est François Hollande dans toute sa splendeur. Quoi. Dans sa campagne? Déjà dans sa campagne, c'est ça? Non, mais je veux dire, oui, voilà. Quoi. Voilà, tu n'es pas capable de trancher, prendre des Parce que vous décisions. parlez de grandes consultations au niveau national, mais là, est-ce qu'au niveau local, Non. en effet, face à un blocage, Et alors pourquoi simplement les gens... Je crois que Simplement c'est- Loire-Atlantique, en effet. Loire-Atlantique. Ouais. Excusez-moi, mais un aéroport de cette dimension, ça ne concerne pas simplement le département 44. Quoi. Même les Normands devraient voter, non? Bah écoutez, pour les Manchois, c'est un sujet. Oui, voilà. D'accord. Alain Baron. Radio Notre-Dame. Finalement, vous êtes Je plus ne revendique rien, mais Oui, je oui, veux oui, dire, vous posez la si- question. si- Vous posez si la vous question. avez un vrai aéroport international de rayonnement international, ça concerne au moins la région Pays de la Loire quoi, et une partie de la région Bretagne. C'est tout Bon. l'Ouest. Oui.
Oui, Alors, finalement, vous êtes plus sévère sur François Hollande que certains ténors des Républicains. Vous lui en voulez tant que ça? Hervé Morin. Je trouve que c'est une telle déception. Voilà. Mais vous n'y avez jamais cru, non? Écoutez, Ouais. allez, si je suis sincère, tout le monde me disait ça va être une catastrophe. Je disais, écoutez, vous savez, il y a des hommes, des femmes qui sont arrivés à la tête de l'État, dont on avait cette image-là, et qui très vite sont devenus... On endossé l'habit. voilà, regardez Sadat, etc. Enfin, bon, mais là, Déception. non, pas vous. Laurent de Boissieu, la croix. Ça nous regarde. Laurent de Boissieu. Sujet plus grave et important, Salah Abdeslam a été transféré en France et incarcéré à Fleury-Mérogis. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Attendez-vous quelque chose? Hervé Morin. J'attends qu'il soit condamné. J'attends qu'il paye, qu'il ait une peine à la hauteur de ses agissements. Est-ce que ça peut être un facteur de prise de conscience? C'est ça que vous me demandez, quoi. Oui, au-delà, bien sûr, d'attendre une condamnation, qu'est-ce que ce procès peut susciter vous parlez d'une prise de conscience. Est-ce que vous attendez, au-delà de la condamnation d'une personne, qui ait des choses autour de ce procès, qui ait une prise de conscience, qui est peut-être aussi Des tensions. Non. Il se dit, pour aller au fond des choses, il se dit qu'il a été accueilli à Fleury-Mérogis, non pas par des applaudissements, mais par des sifflets de personnes radicalisées, syndicalistes qui témoignaient, qui considéraient qu'il avait eu tort de ne pas se faire exploser lui-même. Donc est-ce que ça ne dit pas aussi beaucoup de choses sur l'état de la société en France? Écoutez, je n'en sais rien. Hervé Morin. Ce que je crois, c'est que ce procès, au-delà du fait qu'il doit payer, et qu'il doit payer très lourd, je pense que ça peut être aussi un moment de prise de conscience pour la communauté nationale de la nécessité d'aborder ces questions-là avec... je pense que maintenant la prise de conscience est faite, mais aussi c'est pour la communauté musulmane probablement un moment aussi de pouvoir se dire comment on construit un modèle, un modèle, c'est pas ça le mot, mais enfin, comment on essaie d'éviter la radicalisation d'une partie de notre communauté, etc. Je pense que ça peut être un moment aussi pour cela. Après, sur le reste, honnêtement, j'ai pas vu vos papiers, moi. Mais la réponse gouvernementale, actuellement, sur la radicalisation, vous trouvez qu'elle est à la hauteur? Le vrai sujet, c'est l'école, quoi. L'école, ouais. Bah oui. Moi, vous savez, j'ai toujours en mémoire une visite dans un quartier de Marseille, quartier nord de Marseille, où j'avais été, puisque leur avocat était un militant du Nouveau Centre et qui était l'avocat d'habitants des immeubles, qui étaient des immeubles en très mauvais état, amiantés, etc. Et donc on y était allé. Je me souviens très bien, parce qu'en sortant de l'aéroport, j'ai mis mon sac et mon cartable dans sa voiture. Je lui ai dit, mais j'ai pas de risque. Il me dit, t'inquiète pas, on a les accords, on est mieux protégé que si c'était la Banque de France. Bon. Et ensuite, j'avais rencontré une association de femmes. Et cette association faisait de l'échange alimentaire. Savez-vous pourquoi elle faisait de l'échange alimentaire? Pour financer une fois par mois ou par trimestre une visite dans un musée ou une soirée au théâtre pour que des jeunes enfants nés dans les hôpitaux français sachent ce qu'est la culture française. Ouverture à Un la culture. ghetto complet, Ouais. enfermé, plus de service public, plus de commissariat. Donc voilà. c'est mixité. Mais là, la droite comme la gauche ont échoué. Tous les gouvernements ont échoué je là-dessus. suis d'accord. Mais c'est l'école. Ouais. C'est l'école. C'est une école capable de répondre à cet immense défi. Mais j'allais dire, il y a ce défi-là, comme il y a le défi de l'inégalité criante. Je veux dire, dans un pays autant attentif à l'égalité, dont on dit souvent qu'il est égalitariste, comment le pays accepte autant d'inégalités sur le système éducatif? Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai ce que tu vas faire dans la vie. C'est quand même effrayant. Effrayant. On a apporté à ce nom-là 80% d'une génération au bac. Bon, c'est tout bac confondu, hein, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas simplement sur le bac général. Et en même temps, on a un modèle qui est toujours aussi inégalitaire. Vos enfants ont toutes les chances de réussir. Si je suis fils d'ouvrier, j'ai quand même très peu de chances de réussir. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a un autre Et phénomène. donc, là, voilà. Il y a un autre phénomène inquiétant, on a l'impression que la laïcité est devenue un problème en France, alors que pendant des décennies, on la vivait relativement bien.
Comment vous expliquez ça et quelle est votre analyse? Hervé Morin. Parce qu'on a été faible. Faible par rapport Sur à... quel Nous, plan, on a face à été qui? faible, nous, la communauté, en acceptant des dérives que la laïcité aurait dû interdire immédiatement. Par exemple, Par exemple. concrètement. Le respect, les femmes, le respect des femmes, l'égalité des femmes, quand François Hollande s'est fait reprendre en disant sur ce lieu de prêche à Brest, en disant on l'a fermé depuis, et que le lendemain toute la presse a dit mais c'est pas fermé du tout. Voilà. Bon. Comment on a pu laisser un imam continuer en ayant les mots qui étaient les siens? Et la difficulté, c'est que On est lâche. les mots qu'il On a emploie, été lâche. les mots qu'il emploie, même s'ils sont intolérables par rapport à la notion des choses, ne sont pas forcément des mots qui sont pénalement répréhensibles. On peut peut-être fermer aussi le lieu quand on a un appel à la haine systématique, au rejet de la culture occidentale, à notre communauté nationale, enfin ce que nous sommes. On peut peut-être aussi réagir, non? Chez vous, en Normandie, ça se passe comment, Hervé Morin, sur ce plan-là, vis-à-vis des islams? C'est pas une région dans laquelle il y a... Ouais. Moi, j'ai rencontré, en tant que président de région, j'ai fait un déjeuner œcuménique, d'ailleurs, que je dois refaire, pour que j'ai trouvé très utile, pour qu'il y ait des moments de dialogue des différentes communautés religieuses. La communauté musulmane que j'ai rencontrée aussi... voilà, a parfaitement conscience du rôle qui est le sien, pardon. Donc on n'est pas dans un lieu. Il y La a question quelques du voile, les cantines voilà. scolaires, il n'y a pas de problème qui se pose chez vous? Tenez, ça fait partie des sujets. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, pas à ma connaissance, franchement. D'accord. Benjamin Rosier, RCF. Sur cette question du voile à l'université, il y a eu, il y a très peu de temps, une journée du voile à Sciences Po Paris, en soutien Oui. aux étudiants de voilés. Est-ce que ça vous a choqué, ce genre d'opération? Hervé Morin. Oui, je ne crois pas que ça a eu beaucoup de succès quand même. Hein. Non. Bon, donc il ne faut peut-être pas non plus porter en pas un épingle phénomène quelque national. chose. Ouais, voilà, voilà, je pense qu'il faut relativiser. Mais- en revanche, dans le cadre de la loi El Khomri, les centristes ont porté des amendements sur la construction, la possibilité de construire un règlement intérieur autour de ces questions-là dans l'entreprise. Ça a été rejeté. Ce qu'a fait le patron du groupe Paprec, je trouvais que c'était bien qu'on le construise qu'on lui donne un cadre législatif, même si après c'est un accord d'entreprise, etc. Bon, ça, ces sujets-là, moi, à mon avis, doivent être sur la table. Je pense que la laïcité, elle doit avoir aussi sa place dans l'entreprise. Laurent de Boissieu. J'allais vous poser une question sur Daesh en tant que ministre de la Défense, mais je rebondis là sur ce que vous dites. Le voile, vous le voyez comment? Vous le voyez comme un simple signe religieux de l'islam, ou vous voyez comme un signe d'égalité homme-femme dans les sociétés? Hervé Morin. Quand vous me posez la question, moi-même, c'est pas la question en elle-même. Voilà, elle est complexe. C'est pas aussi simple que ça. C'est après derrière le voile, quelle est la démarche, quoi? Est-ce qu'il y a simplement, grosso modo, l'expression d'une foi, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'une expression de contestation de notre modèle? Est-ce que le voile est islamique ou islamiste? Ouais, voilà, c'est toute la question. Donc c'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple, d'ailleurs, on aurait déjà trouvé la solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit considérer que quand les lignes jaunes sont franchies, elles sont franchies, et il faut que la République soit dure. Et on ne l'a pas été assez. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, la France est traditionnellement la protectrice des chrétiens d'Orient. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez pour eux? Est-ce que vous en accueillez chez vous en Normandie, Oui, Hervé y en Morin? a-t-il en Normandie? Oui, il doit y en avoir. Honnêtement, on n'est pas sur une. C'est pas la région n'est pas sur ces sujets-là, mais j'imagine qu'il doit y en avoir d'accueil, mais franchement, j'ignore. Donc, moi, vous savez, j'ai souvent signé, depuis plusieurs années, j'ai signé une tribune dans la Croix, etc., sur la protection des chrétiens d'Orient. J'ai une amie qui est présidente d'une ONG qui va beaucoup là-bas et qui évoque à quel point ils vivent un cauchemar. Bon, voilà, je trouve qu'on a été quand même beaucoup dans la lâcheté et l'indifférence sur cette question. Et alors le pape François qui embarque des migrants musulmans dans son avion,
C'est un signe prophétique. C'est comment vous avez apprécié cette chose, il exprime la générosité de la foi chrétienne. Il faut le voir comme ça. Et sur cette question justement des migrants et des réfugiés, vous parliez de conscience européenne, on a perdu une conscience européenne. Sur cette question-là, la conscience européenne, elle doit être laquelle? Ça doit être l'accueil, mais avec de la fermeté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on voit que finalement la relocalisation, elle ne se fait pas. Je trouve très humiliant que cette question-là, on la sous-traite. Ouais. C'est-à-dire, on est quand même, a priori, en capacité d'aborder cette question par nous-mêmes et pas de la confier aux Turcs, qui n'est quand même pas le modèle démocratique le plus parfait. Bien. J'ai rien contre la Turquie, c'est pas le sujet, mais bon. Est-ce qu'on doit être ferme? Oui. Bien sûr. Mais on aborde ça toujours sur cet aspect. Moi, je trouve tellement atterrant qu'on ne soit pas capable de mettre en œuvre un programme de soutien d'un pays qui est l'espoir d'une autre relation entre les deux rives de la Méditerranée. C'est la Tunisie. La Tunisie, c'est le lieu à partir duquel, le pays à partir duquel il y a l'espoir de construire une autre relation que celle des barbelés et des barricades. Eh bien, on est incapable, nous, Européens, de ce petit pays dont le PNB... Vous parlez de co-développement? Oui, de co-développement, de plan Marshall, c'est-à-dire faire ce que les Américains ont fait avec nous au lendemain de la guerre. Oui, à ce point-là. Vous vous rendez compte? On est incapable. Les Européens devraient avoir un certain nombre de pays sur lesquels ils disent, voilà, le Maroc, bon, qui s'en sort bien, le Maroc, même, est en train de devenir progressivement une monarchie parlementaire. On peut l'espérer. Bon, je sais, il y a encore du chemin, mais bon, si on voit, il y a quand même aussi du chemin parcouru. Bien. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de bâtir quelque chose de positif en disant, voilà, il y a des pays cibles, on évite de s'éparpiller dans des centaines de pays. Je vous rappelle que l'aide au développement en Europe, c'est énorme, c'est des dizaines de milliards. Bon, nous sommes le premier pays, le premier espace politique mondial en termes d'aide au développement. Bon, est-ce qu'on pourrait au contraire reconstruire, se dire, voilà, on a la problématique des réfugiés. Alors, il y a des réfugiés politiques, là-dessus, c'est la volonté politique européenne, la volonté d'avoir une politique étrangère, une politique de défense. Bon. Et puis il y a d'autres pays, soit qu'on doit conforter, qu'on doit solidifier, qui peuvent être le début d'un espace démocratique sur le Maghreb et le Machrek. Et pour ça, on va y mettre le moyen. Et pourtant, il n'y a rien qui s'y fait. Il n'y a rien qui s'y fait de sérieux. Mais une crise migratoire historique comme celle-ci est liée à des guerres. Donc là, on n'est pas forcément tout sur le développement, à des guerres effroyables, Syrie, Irak. Alors la question se pose, qui est celle d'un voisin de la Tunisie, la Libye. Oui. Est-ce qu'il faut y aller en Libye, à nouveau? Je parle à l'ancien ministre de la Défense. Je pense que ce serait folie. Ça serait folie. Oui. Ce serait folie que de s'engager. De toute façon, soyons clairs, si on s'y engage, c'est une coalition internationale. Internationale, mais vraiment internationale. C'est pas l'OTAN. Ah oui, plus que l'OTAN. Ah bah, beaucoup plus. D'une part, et deuxièmement, c'est une coalition où on connaît déjà les buts de guerre. On n'arrive pas simplement... Quand on fait une opération militaire, ce que paraît-il on apprend à Saint-Cyr, c'est que on ne mène pas une opération militaire sans avoir défini pourquoi on la mène. Donc qu'est-ce qu'on veut construire, avec quel pouvoir on veut appuyer, etc. etc. Sachant que la Libye est en partition, comme vous le savez, qu'une partie dans les mains des réseaux terroristes, et la plaque tournante. Bien. Donc c'est une opération très compliquée, et ça veut dire que c'est une opération qui ne peut pas se faire sans les Américains. Donc ça veut dire, un, une communauté internationale très large, et deux, une communauté dans laquelle il y a la force militaire capable de mener une opération de ce genre, que sont les États-Unis. Donc vous voyez bien que les conditions sont loin d'être réunies. Ouais. Dans ce panorama du Maghreb, vous n'avez pas cité l'Algérie. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose de positif avec l'Algérie, ou alors il y a le poids de l'histoire qui est toujours là et qui... Non, mais l'Algérie est un grand pays, ayant ses propres ressources, ses propres réserves, ayant des institutions, une armée très puissante.
on n'est pas du tout dans le même schéma que la Tunisie, qui est un très beau pays. Mais je ne dis pas qu'il y en a un qui est un petit, et un nain et l'autre. Faites attention à ce que vous dites, fâcher les Tunisiens. Les susceptibilités Je sont sais, fortes. mais je veux dire, la Tunisie, en plus, est terriblement frappée par les phénomènes migratoires aussi, avec le voisinage libyen. Mais je dis que la Tunisie, où il y a une forte tradition laïque, où il y a une jeunesse éduquée, ayant été à l'université, voilà, je veux dire, s'il y a bien un pays sur lequel on devrait tout mettre pour que ce pays s'en sorte, et vous vous rendez compte, ils ont construit une démocratie. Enarda a eu le pouvoir, il l'a rendu. C'est quand même Enarda étant le parti... Islamiste. Ouais, allez, appelons-le comme ça, islamiste. J'hésitais à employer l'adjectif. Bien. Donc c'est quand même pas rien. Et on devrait se dire, là, il y a un espoir énorme. Ben, on n'est pas à la hauteur. Une toute dernière question. Est-ce qu'il y a aussi un espoir du côté de Laurent la Bossuet. Syrie, de l'Irak? Est-ce que vous pensez que l'État islamique étant vraiment en voie de disparaître un jour? C'est ce qu'on dit, Hervé Morin, qui est en voie de Vous rétraction. savez, moi, je pense qu'on est là sur un phénomène de... C'est comme une fourmilière. Hein. Oui. Vous mettez le pied, vous tapez dedans, mais les fourmis, elles partent ailleurs. C'est ça, la situation. Je répète souvent ça quand on me pose la question, parce que ça m'a tellement frappé. J'arrive au gouvernement, à la défense, j'ai une note des services de renseignement, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est pas Daesh, mais enfin bon, ça donne une idée. Estimation des forces combattantes, 500 personnes. Ah oui. C'est C'était en 2007. Vous vous rendez compte combien ils sont aujourd'hui? Ouais. 10 000, 20 000, 30 000. Ouais. On ne sait même pas d'ailleurs. Non, bon, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir des chiffrages. Donc on voit bien que ça a pris une ampleur considérable, que l'arc de crise va de l'Atlantique jusqu'à l'Afghanistan, au Pakistan, que l'Afrique noire est aussi frappée. Donc considérer que quand on aura réglé la question syrienne ou irakienne, on aura réglé l'affaire, pas du tout. Donc c'est une affaire de très longue haleine pour vous. Ça impose de construire une société résiliente. C'est un joli mot, mais c'est peut-être pas demain la veille, ça que vous voulez dire? Non, Laurent je veux Morin dire, ça impose qu'on prenne conscience que ce danger, et quand le Premier ministre dit nous connaîtrons d'autres attentats, je pense que c'est bien d'affirmer que nous sommes en danger pour de longues années. Dans ce contexte-là, une toute dernière question. Fallait-il organiser l'Euro 2016 en France? Beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui. Moi, je pense qu'il fallait le faire. Oui. Je pense qu'il fallait le faire. C'est un risque, c'est évident. Mais je pense qu'on a quand même... je ne suis pas au pouvoir, donc je ne peux pas le dire. Mais j'espère qu'en 18 mois, 2 ans, on a quand même corrigé toute une série d'éléments sur notamment la construction d'un système d'information qui nous permet de maîtriser les pouvoir situations. un peu plus. On les maîtrisera jamais, mais voilà. Merci à vous, Hervé Morin. Je rappelle que vous êtes président du Conseil régional de Normandie. La vous plus avez belle été région de France. la plus belle région de France. Vous l'avez dit. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites des partenaires La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Au revoir.